Aujourd'hui, on part à l'aventure. On n'est pas au Népal pour monter l'Everest, ni à Chamonix pour se tenter le Mont Blanc. Non. Aujourd'hui, on va s'amuser à sortir des sentiers battus, à tel point qu'on risque de se perdre un peu et de tomber sur cette pyramide, noire et blanche, le K2. Si on décide de rester à distance, cette montagne peut nous faire ressentir une sorte d'étrange sérénité, ce qui est bien contradictoire avec la véritable horreur que constitue ce mastodonte de 8611 mètres. C'est simple, vous avez sous vos yeux le sommet le plus difficile d'accès parmi celui de toutes les montagnes se dressant sur Terre. Pour vous dire, plus de personnes sont allées dans l'espace que d'alpinistes ont atteint la cime du K2 et ont pu en redescendre vivants. C'est la deuxième plus haute montagne du globe, son sommet culmine certes 237 mètres plus bas que celui de l'Everest, mais vous commencez à comprendre, les deux ne sont même pas comparables. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, en effet sur l'Everest le taux de mortalité est de 1%, tandis que sur le K2 on atteint quasiment 30%. Cela signifie que pour 4 alpinistes qui s'y aventurent, en moyenne, un n'en reviendra systématiquement jamais. Même pour les aventuriers les plus aguerris, le K2 ne deviendra jamais un choix sérieux. Le K2 ? Non les amis, la prochaine montagne qu'on fera avec Mathis, ça sera pas le K2. Non, c'est trop dangereux les gars. On a envie de vivre encore un petit peu. C'est trop dangereux. Voilà. Alors vu que personne ne veut y aller, eh bien nous, on va se le faire. On va même faire le choix de se décharger de notre bouteille et de notre masque à oxygène, en plus de réduire notre assistance pour pousser le défi à son maximum. L'expédition sur le K2 qui se profile à l'horizon, ça va être un buffet à volonté, des pires douleurs pouvant être ressenties par l'homme. Sur tous les plans, physique, mental, aucun ne sera épargné par la souffrance, qui sera, elle, poussée à son paroxysme. Deux issues sont envisageables. Soit on réussit en atteignant le Graal de l'alpinisme, le palier ultime de la difficulté, soit on meurt. En tout cas, ce sont les deux seules options que s'est laissé Adrian. Sportif, très jeune, devenu alpiniste par la suite, puis tellement passionné qu'il se transformera en PDG de compagnie, qui se charge d'accompagner des expéditions en très haute altitude. Il va d'ailleurs en superviser plus de 150 au cours de sa carrière, ce qui va lui permettre en parallèle de gravir 18 des 14 plus hauts sommets de la planète. Et oui, j'ai bien dit 18. Un chiffre qui se veut simplement annoncer qu'Adrian s'est même amusé à faire des doublons. Son nom vous paraît peut-être étranger, mais dans le petit monde qu'est l'alpinisme, il est considéré comme une légende vivante. Un vrai baroudeur des très hauts sommets. À tel point que pour lui, monter une montagne sans rien d'autre, ça a commencé à l'ennuyer. Alors, il a préféré ajouter un peu de piment pour augmenter la difficulté encore plus. En descendant par exemple le Makalu à ski, en montant plus de 8000 mètres en 3 semaines, ou même en montant l'Everest sans oxygène, raté 2 fois, frôler la mort, mais s'entêter pour enfin y arriver lors de la 3e tentative. C'est un extraterrestre adulé par tous qui ne vit que pour repousser ses limites. Et quand il a entendu parler du Graal ultime, gravir le K2 sans oxygène, en équipe très réduite, et cela après une saison de 3 mois sur l'Everest, il s'est naturellement dit qu'il s'agissait là d'une excellente idée. Pour se préparer à ce qui va être l'expédition de sa vie, il a quand même mis en pause pendant 1 an ses activités de chef d'entreprise, de manière à se consacrer à plein temps sur un entraînement très strict, optimisé spécifiquement pour le K2. En effet, l'erreur là-haut n'est pas permise, car contrairement à l'Everest, il faut être extrêmement rapide pour minimiser les risques en réduisant le temps passé sur la montagne. Et sachant qu'il a failli passer lors de son second essai vers le sommet de l'Everest sans oxygène, il va à présent essayer de réduire les dangers sur la montagne sauvage qui est le K2. Pour cela, il aura besoin d'une bonne équipe. Il va donc partir avec Carla Pérez, Topo et 2 Sherpas qu'il connaît bien, Palden et Pemba. Carla, c'est le genre d'alpiniste qui te laisse sans voix. À 36 ans, son CV est à couper le souffle. Peut-être parce qu'elle a monté 3 sommets de plus de 8000 sans jamais utiliser une seule bonbonne d'oxygène. A failli mourir sur l'Everest à 2 reprises en prenant de gros risques, car elle s'est, comme Adrian, lassée de la grimpe classique. Mais son piment est plus différent. C'est s'amuser à ouvrir de nouvelles voies sur les montagnes les plus dangereuses au monde. On en parle rarement, mais ouvrir une nouvelle voie, c'est-à-dire une nouvelle route en haute montagne, cela revient aussi à accomplir un exploit majeur en alpinisme. Surtout qu'actuellement, chaque montagne offre déjà un panel assez large de routes vers le sommet. Regardez cette carte de l'Everest par exemple, plein de passages mènent au toit du monde. Les dernières voies à ouvrir ne sont que des routes d'une extrême difficulté, et en tentant une ouverture, Carla a failli y laisser la vie. Et ça, seulement quelques mois avant d'aller tenter le K2 avec notre ami Adrian. Les 3 Sherpas qui accompagneront Carla et Adrian seront eux sous oxygène pour les aider au cas où le projet parte en vrille. Mais dans l'étape finale, dans le Summit Push, le binôme sera bien tout seul. On a Pemba, c'est un vétéran qui a pu former des jeunes comme Manish que vous connaissez tous, un jeune qui est parti faire l'Everest avec Inox par exemple. Il y a Pemba qui suit beaucoup d'expéditions, un cadreur très connu au Népal, il pouvait pas venir sur la nôtre, du coup il a dit j'ai un petit pote à moi, voilà, que j'ai un peu formé, il s'appelle Manish. Dans sa carrière, il a pu rejoindre le sommet de l'Everest à 8 reprises. C'est l'homme le plus rapide à avoir monté le Manaslu sans oxygène.
Un autre sommet très redouté qui fait partie du groupe des 14 pics à franchir la barrière des 8000. Palden et Topo fermeront la marche, tous les deux des alpinistes respectés de tous ayant accompagné beaucoup d'expéditions à succès sur l'Everest. Très bien, on a notre squad, maintenant voyons voir ce qui a changé là-haut pour cette saison. Ça fait des siècles qu'en moyenne le nombre d'aventuriers à tenter le K2 par an est de seulement 20 alpinistes, principalement en raison de son énorme difficulté, mais là, nous sommes en 2019, les choses ont bien changé, on passe à 200. Cela amène une multitude d'autres dangers imprévisibles, des embouteillages ou même des alpinistes inexpérimentés qui pourraient mettre tout notre groupe en péril. Ces hordes de grimpeurs sans expérience sont un fléau, souvent présents sur l'Everest, ils provoquent des bouchons en mettant beaucoup de temps à évoluer sur la montagne. Et mauvaise nouvelle, ces gros boulets de haute altitude, on les retrouve à présent sur le K2. La prise de risque est énorme, à ce niveau-là, on ne rigole plus du tout. On est sur le K2 et leurs chances de mourir grimpent donc en flèche, parallèlement à leur niveau de bêtise. Certains, totalement étrangers à l'alpinisme, s'entêtent à aller se tuer sur la montagne sauvage, alors qu'il est pourtant vivement recommandé d'avoir fait entre 2 et 3 pics au-dessus de 8000 avant d'oser s'y aventurer. Notre équipe vient de poser ses bagages au Pakistan. Un sacré morceau de route est prévu avant de rejoindre le camp de base du K2, cap sur le nord-ouest du massif des Karakoram. Notre trajet à travers les montagnes va enfin pouvoir commencer. Pour bien débuter, rien de mieux que 7 heures de jeep avec toute l'équipe sur des routes plus que dangereuses qui sont bordées de ravins où coulent des courants agités. Ce long sentier poussiéreux dans la vallée nous permettra d'arriver à Askole, qui est le carrefour de toutes les expéditions dans les Karakoram, mais aussi le point de départ d'un long trek en direction du camp de base du K2. 90 km de pure marche bien raide et ça en une semaine seulement. Sauf qu'à la moitié du trajet, nous nous sommes arrêtés avec toute l'équipe dans un camp pour passer la nuit nommé Gorotu. Alors que nous ne sommes même pas en vue du K2, la première difficulté va déjà pointer le bout de son nez. Et ça, notre petit groupe ne l'avait absolument pas prévu. Adrian est tombé extrêmement malade. Il va devoir rester 2 jours de plus dans sa tente, à essayer de se reposer du mieux qu'il peut, pendant que le reste du groupe continuera vers le camp de base. Si la situation ne s'améliore pas pour lui, la mission pourrait s'arrêter là. Leur retard leur permet tout de même d'avoir des feedbacks venant d'autres expéditions déjà parties sur les pentes. Et spoiler, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Il n'y a jamais eu autant de neige sur le K2, jamais autant d'avalanches aussi. D'ailleurs, l'une d'entre elles s'est abattue il y a quelques jours sur une expédition juste à proximité du camp de base. Le nombre de personnes à avoir atteint le sommet est extrêmement faible par rapport aux années précédentes, malgré le fait que la saison ait commencé depuis plus de 3 mois déjà. En plus, sur le dernier mois, aucun alpiniste n'a réussi à rejoindre le sommet du K2. Les experts annoncent des météos très défavorables et les rumeurs commencent à monter dans la vallée. Comme quoi, cette année serait maudite et que personne n'arrivera au sommet avant la fin de la saison qui approchait à grands pas. Vous connaissez sûrement Mike Horn, par exemple, qui était sur le K2 à ce moment-là. Très sûr de lui, il a commencé son ascension. Mike était en binôme avec un copain à lui, Fred, et arrive au camp 3, juste un peu avant le sommet. Ils partent de nuit à 20h et se préparent à entrer dans la zone de la mort. Leur temps est compté, car chaque seconde à cette altitude les rapproche gentiment d'un décès. À minuit, après un long effort, ils arrivent enfin sur les balcons supérieurs du K2. La neige tombe en bourrasque et le vent hurle. Ça, ce n'était pas prévu du tout par les relevés météo. Le summit push, qui devait alors se dérouler sans trop de problèmes, tourne au cauchemar. Ils prennent donc à contre-cœur la décision de redescendre à 16 800 au camp 4 pour essayer de trouver un abri. Mais ils se font chasser par les Sherpas et sont donc plantés là, dehors dans le froid glacial. Il ne reste qu'une seule solution, redescendre de nuit le plus vite possible ou c'est la mort assurée. Sauf que dans l'obscurité, ils n'arrivent pas à retrouver la route principale, celle où se trouvent les cordes fixes. Ils descendent donc la paroi ultra raide à l'aveuglette. L'enjeu là, c'est tu fais un mauvais pas, tu dévales toute la paroi. Celle-ci est glacée, ce qui ne va pas du tout les aider dans leur descente. Pour l'avoir déjà essayé sur une pente raide et non glacée, je vous avoue que c'est extrêmement flippant d'avancer sans aucune corde. Si tu te rates sur ne serait-ce qu'un pas, tu fais toute la descente, jusqu'en bas sans t'arrêter. Ça peut aussi détacher des blocs de neige qui peuvent former de belles avalanches pour accompagner la chute. Les 2 explorateurs reculent donc péniblement sur la montagne, ils sont épuisés et font des pauses tous les 10 mètres. Ils passent même à 2 doigts de s'endormir et ça à plusieurs reprises. Ils vont tout donner pour rester éveillés car à cette altitude et dans ces conditions, se coucher revient à ne jamais se réveiller. À 4h du matin, ils arrivent enfin à 7600 mètres, là où devrait logiquement se trouver leur tente. La tempête l'a arrachée. Elle n'est plus là. Alors, ils vont décider de descendre encore un peu pour squatter une autre tente abandonnée plus tôt par des alpinistes qui ont eux préféré retourner au camp de base en voyant la tempête arriver. Mike Horn passe à rien de perdre ses doigts de pied dans une engelure.
4 heures plus tard, la tempête est passée, il fait grand beau, Fred, le compagnon de Mike, décide de descendre avec son parapente. Rallier le camp de base lui prendra alors seulement 20 minutes, tandis que Mike, à pied, il en aura pour 20 bonnes heures. Il arrivera tout de même à sauver sa peau. Au final, en même temps, on parle de Mike Horn, je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez déjà le morceau. Mais il est vrai que ce jour-là, sur le K2, il a quand même failli y passer. Adrian eut vent de cette histoire, et de bien d'autres, souvent plus graves encore, qui s'étaient déroulées plus tôt dans la saison. Même s'il est toujours malade, accroché à son duvet, tout seul dans sa tente, Adrian a lui une vision bien différente pour son ascension. And I feel like I want to take the same approach I've taken to every mountain I've ever taken, and that's, to go until the mountain tells me I can't go anymore. Et c'est comme ça qu'au moment où il ira mieux, que tout sera nickel, donc pour qu'il puisse monter au camp de base, un autre problème va arriver pour lui mettre des bâtons dans les roues. S'il ne se dépêche pas, la saison va se fermer d'un coup, accompagnée de grosses tempêtes, et à ce moment-là, il sera juste impossible de gravir le K2. Le souci, à présent, et contre toute attente, ce sont les porteurs. Des locaux qui aident les expéditions à monter du matériel au camp de base, eh bien, ils font une grève. Oui, une grève à 5000 mètres d'altitude, et on ne peut pas leur en vouloir. Ils ne sont pas en tort, car pendant toute la saison, de nombreux alpinistes occidentaux leur ont manqué de respect, en ne les payant pas, une fois le matériel acheminé au camp de base, ou pas le montant suffisant. Ce qui est le plus choquant, c'est que le prix d'un tel service est aux alentours de juste 10 $ pour une semaine de travail et par porteur. C'est rien quand on voit le prix global d'une telle expédition qui dépasse souvent les 50 000 $ par personne. Les porteurs sont en plus essentiels à la réussite d'une ascension ou non, car sans eux, rien ne se fait. Dans le milieu de la montagne, c'est une honte de voir des hommes d'affaires fortunés qui ne connaissent rien à l'alpinisme cracher sur le boulot de nombreux travailleurs de l'extrême qui prennent d'énormes risques et de temps. Tout ça pour subvenir aux besoins de leur famille. Après plusieurs jours à négocier et en avançant de l'argent, ils arriveront à convaincre les grévistes de les aider à acheminer leur matériel jusqu'au camp de base. Adrian va enfin pouvoir rejoindre son équipe. Voilà, là, avec tous ces problèmes d'appoint qui ne sont en réalité rien à côté de ceux qui arrivent, on a quand même une semaine de retard sur le programme. En plus du fait que la maladie d'Adrian s'est propagée dans le groupe, le moral de l'équipe est au plus bas alors qu'on n'a même pas encore posé un seul pied sur les pentes du K2. S'ils ne se bougent pas maintenant, ça va tout simplement commencer à devenir encore plus dangereux et ils ne pourront même pas tenter l'ascension. Au passage, j'ai failli oublier, mais juste histoire d'ajouter une petite couche, voilà ce qu'ils voient en arrivant aux abords du camp de base. Oui, sympa comme cadeau d'accueil, une belle avalanche. Mais bon, l'essentiel c'est que nous sommes enfin arrivés au pied de cette fameuse montagne sauvage. Les porteurs sont payés comme c'était prévu, et pas le temps de se reposer. Nous allons directement partir en reconnaissance. Juste en bas de la route des Abruzzes, c'est le chemin classique vers le sommet, aussi appelé voie normale. Mais la montagne donne déjà encore une fois de plus un avertissement à nos grimpeurs. Vous avez sous vos yeux une longue traînée de glace qui ne semble pas finir. Ok, le repérage est clos pour aujourd'hui, on va déjà devoir faire demi-tour. Maintenant, il va falloir se débrouiller tout seul, et avec les moyens du bord, les autres expéditions sont pour la plupart déjà toutes parties dans la montagne, et ont déjà installé leur camp, ce qui pose un gros problème pour nos grimpeurs. Vous vous rappelez plus tôt, quand je vous ai parlé des chutes de glace qui sont omniprésentes sur le K2 ? Eh bien, pour se protéger de ce danger, il est indispensable de planquer son abri en dessous de rochers. Sauf que là, tous les emplacements ont déjà été pris par les autres alpinistes qui sont arrivés avant nous. Il va donc falloir ruser avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire pas grand-chose. Ok, on a quand même des sacs de riz. Si on les remplit de neige, puis qu'on les fixe à des cordes, cela nous fera un emplacement de fortune pour y poser dessus 2 tentes. Alors, certes, ça va prendre 6 heures, mais 6 heures qui allaient certainement faire la différence dans la réussite ou non de l'ascension. L'importance de ce plan d'acclimatation est de stimuler la production de globules rouges dans le corps. Plus il y en aura, plus il sera facile d'acheminer de l'air vers le cerveau et les organes vitaux. Et cela même lorsque l'oxygène sera raréfié. Ce plan millimétré prend toute son importance, surtout dans une escalade sans ox supplémentaire. Il faudra prendre son temps, passer par tous les camps sans en sauter, mais aussi monter et redescendre à plusieurs reprises, afin de mettre son corps dans les meilleures conditions possibles avant le semi-push final. Dans notre cas, ce sera 2 grosses rotations nécessaires sur la montagne, et si on prend notre temps, c'est pas pour rien. Il a fallu à Adrian et à Carla 3 essais avant de réussir l'Everest sans oxygène. La raison de leur échec successif, une mauvaise acclimatation qui a dû être court-circuitée par moment pour rejoindre le sommet au plus vite. Pour l'instant, ce passage long et douloureux est indispensable. Ils vont devoir tenir leur acclimatation absolument, même si une fenêtre météo favorable se présente à eux. Avant qu'on entre dans le dur, laissez-moi vous présenter le trajet que nous allons emprunter et surtout les 3 difficultés mythiques qui ont donné une telle réputation au K2. Du camp de base, on marchera à peine quelques heures sur le glacier jusqu'au pied de la route des Abruzzes.
D'ici, la véritable ascension va commencer sur une pente directement très raide. On va continuer comme ça jusqu'au camp 1. Puis sur le chemin entre le camp 1 et 2, on va pouvoir apercevoir la première difficulté importante. Il s'agit de la cheminée house, un long couloir vertical et étroit où les chutes de pierre y sont plus que fréquentes. Mais il faut quand même continuer en montant du mieux qu'on peut, même si à ce niveau, on est clairement sur de l'escalade pure et dure. Nous sommes dorénavant au camp 2. Pour un court moment, celui-ci est situé juste au-dessus de la cheminée house. Mais c'est loin d'être fini, car nous arrivons tout juste à la pyramide noire, une pente bien relevée, posée sur un sol très friable, qui peut se détacher en plusieurs couches sous vos pieds à n'importe quel moment, sans prévenir. La pente peut se transformer en un véritable toboggan mortel qui vous fera faire toute la descente d'une traite. Et pour achever la douleur, littéralement si vous n'avez pas de chance, il est probable que vous en ayez d'ailleurs déjà entendu parler, nous sommes devant la plus grosse difficulté de l'ascension, le passage qui est à l'origine de la majorité des morts sur le K2. Je vous en ai parlé sans vous dire son nom à 2 reprises déjà dans cette vidéo, mais certains ont déjà pu le reconnaître. Voici le légendaire Bottleneck, un passage escarpé juste sous cet énorme sérac d'une centaine de mètres. Le dernier obstacle avant le sommet. Le gros danger ici, c'est que des blocs de glace peuvent se détacher de celui-ci à n'importe quel moment et ainsi emporter toute une cordée sur son passage. La première rotation sur les pentes du K2 va durer 1 semaine. On n'ira que au camp 2 maximum avant de redescendre. La difficulté est déjà là, mais on est encore très loin de l'enfer que propose la seconde partie du K2. Alors, la bonne humeur, pour la première fois, va commencer à envahir notre groupe. L'occasion de souffler un peu, de détendre les nerfs et d'admirer la vue avec un thé, rigoler et surtout consolider l'esprit d'équipe de notre team. Chaque personne est solidaire et prend soin de l'autre, même si l'effort est forcément d'abord personnel et que la pression monte à mesure que le temps passe, les liens dans notre petite troupe se solidifient encore plus et sont maintenant très forts. Teammates with Kala and Topo is really a dream and has been for years as we've built our friendship and working relationship and climbing relationship together. You know, when I see them deal with stress and risk, their decision making is so on point and they're so focused, but at the same time their attitude is just right. It's easy to be around, it keeps me feeling confident. Topo, what are you doing? Yeah, 21,000 feet. My brother got excited. C'est sur cette bonne note que nous allons à présent partir sur la seconde rotation. Carla, Adrian et Topo seront de la partie. Tandis que les 2 Sherpas resteront au camp de base n'ayant pas besoin de ce second passage sur la montagne, étant donné qu'ils seront sous oxygène lors de la montée. Il vaut mieux qu'ils économisent leurs forces pour tout donner dans l'assaut final. Le but pour le reste de notre équipe, donc, est maintenant de passer de nuit au camp 3 à 7200 mètres, puis, si c'est possible, d'aller jusqu'à 7800 pour passer une nuit atroce encore plus haut au camp 4. Les conditions météo cette semaine-là sont favorables. Ça va d'ailleurs inciter les autres groupes d'alpinistes sous oxygène à aller tenter des summit push. Et cela en même temps que notre deuxième rotation. Le trafic sur les pentes va donc augmenter drastiquement. En effet, le K2 ressort énormément par rapport aux autres sommets qui l'entourent dans les Karakoram. Son point culminant gratte littéralement la haute atmosphère, pouvant créer des perturbations dans le jet stream, un courant d'air puissant qui se déplace à très haute vitesse. Pour la majeure partie du temps, c'est d'ailleurs le cas, alors quand il fait beau, il ne faut surtout pas rater le coche. Car oui, à partir du camp 3, aucune autre montagne aux alentours fait rempart aux rafales qui déchaîneront leur pleine force sur les cordées. Si vous tombez sur un jour de mauvais temps, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ayant cette idée en tête, tout le monde prend la décision de monter au plus vite. Dans les 2 derniers campements, la population sur le K2 passe donc des camps 1 et 2 à 3 et 4, pour foncer après directement vers le sommet. Tout le monde, sauf notre groupe, car pour eux, l'acclimatation pour une ascension sans oxygène n'est pas tout à fait finie. Il leur faut rester patient, contenir leur frustration, car c'est vrai, cette belle fenêtre météo pourrait être aussi la dernière de la saison. Après ça, plus de beau temps pendant une année entière. Nous sommes le 17 juillet, il est grand temps d'aller toucher l'enfer du bout des doigts, il est grand temps de se rendre au camp 4. Toujours sans oxygène, évidemment, pour Adrian et Carla, le binôme de notre petite équipe. Des masques à froid sont équipés, sachez que ces masques permettent seulement de garder la chaleur au niveau de leur bouche, afin de ne pas aspirer des coulées d'air à moins 35 degrés et s'arracher les voies respiratoires. Ils ne fournissent aucun apport supplémentaire en ox. Adrian, épuisé sur la route du camp 4, aperçoit soudainement le passage le plus impressionnant du K2. Vous avez là, sous vos yeux, le bottleneck, en glace et en neige. Rappelez-vous, il s'agit du 3e élément de notre liste, qui est de loin le plus dangereux, et aussi celui qui a fait le plus de morts. Pour vous montrer un peu mieux à quel point sa taille est impressionnante, regardez ce dézoom d'un groupe d'alpinistes par rapport à l'énorme falaise glacée. Rien que de s'imaginer que dans quelques jours, on devra passer juste en dessous, suffit pour glacer le sang de notre équipe, cette énorme falaise pouvant céder à tout moment.
Et dire aussi que déjà demain, plusieurs équipes vont y passer, mais pour le moment, ce n'est pas encore notre problème immédiat. Le but à présent, se concentrer sur la fin de l'ascension. Vers le camp 4, celui-ci sera atteint en fin de matinée. Pendant la nuit, les équipes venant de partout dans le monde ont commencé à tenter le sommet. Les conditions météo sont toujours idéales et donc tout porte à croire que la pénible marche vers la cime du K2 va se dérouler sans encombre pour eux. Pourtant, cette nuit-là, aucune équipe ne va parvenir au sommet. Sur des dizaines et des dizaines d'alpinistes, pas un seul se tiendra en haut du K2 à l'issue de la journée. La neige étant trop épaisse, il était quasiment impossible de se frayer un passage. De plus, 3-4 avalanches se sont déclenchées du bottleneck et des alentours, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner plusieurs groupes et Sherpas dans le vide. Il n'y a pas encore de mort à déclarer à l'heure actuelle, mais déjà beaucoup d'alpinistes sont portés disparus. Et pour notre groupe, ça ne sent pas bon du tout. La neige ne change pas comme ça d'une semaine à l'autre à cette altitude. Il faudrait beaucoup de temps pour faire améliorer positivement les mauvaises conditions d'ascension au niveau du bottleneck. Ça reste frustrant évidemment pour notre équipe car si proche du sommet, il va falloir à présent redescendre au camp de base qui, lui, est plongé dans le chaos. Des blessés, des équipes venues en renfort ou du matériel cassé, le camp est en effervescence. La plupart des équipes n'ayant même pas réussi à ouvrir la voie vers le sommet. Elles ont estimé qu'il était à présent impossible de réussir l'ascension pour cette saison, que les rumeurs sur cette année maudite étaient bien vraies et que s'obstiner allait juste entraîner la mort. Pendant les 2 jours qui allaient suivre, une écrasante majorité d'expéditions vont donc plier bagages et ainsi rentrer à la maison. On passe d'un camp de base à 150 tentes étalées sur 500 mètres de long, un vrai petit village perdu dans la vallée, à ça, un terrain vague où seulement quelques tentes témoignent encore du passage des alpinistes. Là, on est tout seul avec notre équipe, seul devant cette montagne qui n'a jamais été montée depuis 1 mois et quasiment pas cette année. Là, 2 choix logiques s'offrent à nous. Soit on part avec les autres, ce qui est cohérent. S'obstiner, c'est mourir. Soit on reste en espérant un miracle lors de notre ascension, ce qui revient à mettre sérieusement nos vies en jeu. Si vous commencez à entrevoir le sacré morceau qu'est Adrian, vous savez déjà la décision qu'il va prendre pour lui et son équipe. Le plan pour la phase finale va être très simple. Le but, rester 1 semaine complète au camp de base, afin de bien récupérer avant l'assaut final vers le sommet. Sauf qu'au bout d'1 jour de repos à peine, une nouvelle allait déjà devoir faire changer leur stratégie d'ascension. La nouvelle qui vient de tomber, c'est une prédiction météo pour les jours à venir. Jetez un coup d'œil sur ce graphique, vous le voyez, les zones blanches, elles indiquent un ciel dégagé et du soleil, tandis que les zones vertes sont tout ce que vous ne voulez pas avoir là-haut. Du vent, des chutes de neige ou des grosses baisses de température. Pour vous la faire courte, une grosse tempête est en train de se former et s'abattra sur notre groupe dans quelques jours. Il vaut vraiment mieux pour eux qu'ils soient retournés au camp de base avant que cela n'arrive. Le décompte final est à présent lancé. Si Carla et Adrian veulent atteindre le sommet, ils n'ont que 4 jours. Après, ça en sera fini, le mauvais temps s'emparera de la vallée et il faudra attendre jusqu'à l'année prochaine pour avoir une occasion de viser la cime du K2. Le 21 juillet, Carla et Topo vont donc se rendre rapidement au camp 2, pendant qu'Adrian reste au camp de base pour s'ajouter un jour de repos, qui sera rapidement coupé à de la douleur, car le lendemain très tôt à 3h du matin, lui et les 2 Sherpas Palden et Pemba vont quitter le camp de base, en direction des énormes pentes du K2. Ils vont faire 2000 mètres de dénivelé d'une traite sans broncher afin de rejoindre Carla et Topo, qui sont déjà perchés au camp 3, ils n'ont jamais été aussi proches de gravir le sommet. Les jours à venir vont être cruciaux, un dysfonctionnement et tout pourrait partir en vrille. Mais il y a aussi ce gros problème qu'on évite depuis notre retour de la 2e rotation, sauf que maintenant, une fois au camp 3, à quelques dizaines d'heures de l'assaut final, ce n'est plus possible de faire comme si de rien n'était. La neige épaisse et les avalanches dans le bottleneck vont forcément poser de gros problèmes à notre groupe. Il faut en parler et prendre une décision. Avant que ça tourne au drame, j'ai déjà fait une vidéo sur l'expédition la plus meurtrière sur le K2, à vrai dire, je n'ai pas très envie de faire un épisode 2. Sauf qu'en réalité, il y a un danger encore plus grave qui guette notre groupe. Adrian, en montant vers le camp 3, a aperçu quelque chose d'encore plus terrifiant que les problèmes d'avalanche et de neige au sommet. Un rappel glaçant de l'endroit où il se trouve. Looking up at the mountain, we're seeing a lot more wind off the ridge than the forecast predicted, kind of matching the most negative model instead of the most positive model. And we need low wind for no oxygen climbing up high. So it's fine for today, but hopefully it changes for tomorrow, the next day. Otherwise, it's not gonna work. Alors qu'on s'était pourtant dépêché pour profiter de la bonne fenêtre météo, celle-ci changeait d'un coup, sans prévenir. Les rapports ne sont plus corrects, il va falloir rester sur ses gardes à chaque instant. Ok, on tente le sommet, si ça ne marche pas, bon, on fait comme tous les autres, on plie bagages, et il n'y a pas de souci, une semaine plus tard, on est chez nous, au chaud. Non,
Là, l'enjeu, c'est que si on n'y arrive pas, on meurt sur la montagne dans une douleur atroce. Et pour le coup, il n'y a ici plus personne pour nous venir en aide. Le K2 n'a jamais été aussi vide en cette fin de saison. C'est simple, absolument tout le monde est parti. Enfin, j'abuse, la seule aide se trouve à 7 jours de trek et une ascension de 4 camps d'ici. Sans compter le fait que même l'hélicoptère ne peut pas voler à cette altitude. Nous sommes dans les derniers balcons, juste en dessous du bottleneck, au camp 4, à quelques centaines de mètres du sommet, et il va falloir passer une nuit à 7800 mètres, juste devant la zone de la mort. Une nuit plongée dans le doute, car oui, personne ne peut prédire exactement quelles seront les difficultés dans l'assaut final, à cause des changements météo de dernière minute. Voilà, le cadre est planté, il est 23h30, nous sommes le 23 juillet 2019, réunissons toutes nos forces restantes, et dirigeons-nous maintenant vers le sommet. So here we go, 11:30 at night. Alden's ready. Memphis ready. Cola's also ready. Gumbo's closing up the tent. Time to go try on. Même si on essaye de se répéter que tout va aller, la peur se lit sur tous les visages. On est plongé dans le noir. À tout moment, une avalanche pourrait se déclencher juste au-dessus de notre tête. Le facteur de hasard à ce niveau-là est immense. Un vrai jeu de la roulette russe, tout autant punitif et cruel. Évidemment, sans aucune deuxième chance possible. En plus de ça, n'oublions pas tous les autres facteurs de risque auxquels Adrian et son équipe sont déjà confrontés. Le froid, le vent, l'effort intense et tellement d'autres. La liste est sans fin. Évoluer dans un tel environnement a des répercussions directes. Sur la santé d'Adrian, par exemple, la cornée de son œil droit a gelé, ce qui va fortement réduire sa vision. Mais on s'accroche, pas après pas, longue inspiration après longue inspiration. La pente sur ces balcons est particulièrement longue et lente, on a l'impression de ne pas avancer. Cela pendant des heures. Le ciel passe pourtant du noir au bleu, juste au moment où nous sommes en dessous du bottleneck. Une vraie vision d'horreur. La vue de celui-ci est à la fois terrifiante et fascinante. C'est un peu comme avoir la mort devant les yeux et sourire quand même. Notre équipe se trouve à présent à 8300 mètres, à l'endroit exact qui avait fait abandonner les équipes la semaine d'avant. Une seule différence pour nous, le passage est étonnamment praticable. En effet, les rafales qu'on avait eues la veille ont en fait dégagé la neige de la pente, ce qui rend la route vers le sommet bien plus praticable. On n'a pas à s'enfoncer dans la neige, celle-ci est en quantité parfaite, juste ce qu'il faut pour fixer nos pas dans le sol et éviter de glisser. Le danger ne s'est pas éclipsé pour autant. Loin de là, on est juste en dessous de milliers de tonnes de glace. Il ne faut pas traîner. Si tous ceux qui avaient abandonné avaient eu tort, si c'était notre récompense pour avoir été patient, un second souffle. Après toutes ces galères, c'est ce que ressent Adrian. Il est quand même totalement à bout, sa respiration est difficile, il parle lentement et aura mis plus de 5 heures à passer sous l'énorme sérac. La montée continue à être rude, mais on s'accroche du mieux qu'on peut. Le groupe se dit qu'il est peut-être possible d'aller le chercher ce sommet. Il est juste au bout de la pente et je crois que ce résultat ne va pas laisser Adrian indifférent. We still have a long way to go. I'm totally emotional. Just can't believe it. We're at over 8,400 meters. Perfect day. Only 7 of us up here. It's a special moment right now. Comme il l'a très bien dit, on va donc maintenant devoir gravir la dernière portion. Toute l'équipe est au complet et même si la tête du colosse est à vue, il faut tout de même compter plusieurs heures de marche avant de rejoindre la cime. Après une année de préparation et de sacrifice, après s'être privé de temps avec sa famille, de ses amis, de bons repas, de vacances, tout ça pour s'offrir après un voyage en enfer sur les pentes du légendaire indomptable K2 où notre succès n'était même pas assuré. Ça, dès le début, tomber malade, ne recevoir aucune aide des porteurs, tout le monde a abandonné devant la difficulté, sauf nous. La douleur a été pourtant encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Sans oxygène, en équipe extrêmement réduite, avec aucune assistance dans la dernière partie, après tout ça, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous arrivons au bout de la corde fixe, ce qui veut donc dire... We got to the end of the rope, which means that we should be 30 meters away from the summit. 30 meters in distance. We are almost there, guys.
I can't believe it. We're on the summit of the second tallest mountain in the world, 8,611 meters, K2. Unbelievable that everything worked out with all the setbacks. My sickness, and then Paula's stomach sickness, and then a really dangerous avalanche slope, and all the huge seracs, and 95% of people went home, and now we're on top, alone on this perfect summer day, and I'm just so honored. Thank you. I'm super excited to be on the summit of K2, Oaks. It was hard. Thank you so much for trusting me, for helping me, and let's celebrate on base camp. Cet exploit restera à jamais gravé au-dessus des nuages, sur le toit de la montagne la plus dangereuse et surtout la plus dure à gravir au monde. Cet exploit, il a été rendu possible grâce à une équipe de passionnés qui n'est pas venue ici pour ajouter une autre montagne à leur palmarès, mais une équipe qui est surtout venue pour célébrer une légende de l'alpinisme, Eddie Bauer, et lui rendre hommage. Une équipe qui est venue plus pour le chemin que pour la finalité. L'équipe d'Adrian, c'était l'équipe qui a gravi la montagne pour voir le monde, et non pas pour que le monde les voie. Adrian, il est tellement inspirant. C'est fou ce qu'il arrive à faire. Braver ses peurs comme ça, en faire un docu et le poster, c'est tellement beau. C'est ce que je veux faire aussi, en fait. C'est juste incroyable. Tous ces créateurs qui transmettent des messages. Non, vraiment, c'est fou. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que j'ai aussi tant à partager, à montrer vivement les 100K d'ailleurs, pour que la phase 1 puisse s'achever et pour que je sorte de cette chambre, pour que je prenne enfin un truc qui filme et que je puisse voir le sport autrement que derrière un écran sur une chaise. J'ai ces projets fous qui ont été enfermés depuis bien trop longtemps dans ma tête, c'est vrai, et il faut qu'ils puissent enfin voir le jour. Pour m'aider à achever la phase 1, n'hésite pas à t'abonner. En attendant, je vais continuer à profiter du chemin, en vous sortant les meilleures vidéos possibles, avant d'arriver à mon objectif. Aussi, je me suis fait un Patreon, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce pour le lancement. C'était toi Hello, merci pour tout, portez-vous bien, tchuss.